radio locale. Pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac disponible sur tous vos smartphones. Et du coup, ce soir, je dis bonsoir à vous et je dis bonsoir à Vincent. Bonsoir Kevin. Voilà, Guillaume. On va dire bonsoir à Guillaume où il se trouve. Hein. Voilà. Normalement, il doit nous entendre, j'espère. Il est en tournage et nous en parlerons sans doute l'année prochaine de ce tournage parce que c'est un beau tournage. Bon, on l'évoquera forcément dans l'émission. Le mystère est à son comble. Ah, le mystère est à son comble et il va avoir du beau monde aujourd'hui. Ouais, donc ça va être très intéressant. Super. Côté sommaire, un sommaire normal, puisque on s'apprête à rentrer dans la période des fêtes. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler des sorties évidemment de demain. Nous allons aussi nous donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière, en particulier la plus précieuse des marchandises. Et puis je vous ferai un tout petit avis, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais parce que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première la comédie musicale Wicked, partie 1. Je précise partie 1 d'ailleurs. Et nous ferons un focus ce soir sur les films de Noël. Alors les films de Noël de notre enfance, les films de Noël récents. Voilà, on va vraiment parler autour de ce sujet, histoire d'anticiper et de vous parler de Noël avant que vous aussi vous en ayez marre. Parce que généralement, le 23 décembre, on n'en peut plus déjà. Ouais. Mais voilà, donc on anticipe un petit peu et c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les sorties, il y aura déjà un film de Noël et il y a un film de Noël qui sort par semaine, là, jusqu'à... c'est la période propice à cet événement. Je dirais, c'est un peu normal et c'est un peu écœurant à la longue finalement. C'est pour ça que on fera peut-être des choix qui sortent des sentiers battus, je pense. Oui, et puis je doute qu'ils fonctionnent tous. Je pense que souvent il y en a un qui en sort victorieux et les autres sont un peu laissés sur le côté. Ouais, mais moi je te dirais pourquoi ça tourne dans ce sens-là et que les gens en ont un petit peu marre au bout du compte. On va commencer par la première sortie de la semaine, la plus grosse sortie de la semaine, c'est le nouveau Disney, Vincent. Le nouveau Disney, Vaiana 2, donc déjà la deuxième partie, l'étoile aux toiles du lac et au pâté. C'est un film d'animation de David G. Derrick Jr. avec Jason Hound et Dana Ledoux-Miller et avec les voix de Cerise Calixte et Anthony Cavana. L'histoire est la suivante. Après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, Vaiana entreprend un périple qui la conduira jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique. Elle y vivra des péripéties comme jamais vécues auparavant. On s'écoute un extrait. Longtemps, à peine 3 jours. Mais j'ai trouvé ceci. C'est une île très ancienne, maudite par un dieu assoiffé de pouvoir. Atteindre son rivage briserait la malédiction et réunirait enfin notre peuple. Je sais ce qu'il me reste à faire. Voilà, donc le retour de l'aventure chez Disney. Le premier Vaiana sorti en 2016. C'était un très beau film. Ça, c'est sûr que visuellement, c'est l'un des meilleurs de Disney parce que le visuel sur l'eau, tout ça, esthétiquement parlant, c'est sublime. Par contre, moi, j'avais pas trouvé les personnages très attachants. Donc, ça manquait un peu d'intimité avec les personnages. Oui, mais je pense que c'est vraiment une question de génération parce que c'est possible. Je sais que par exemple, ma nièce en est raide dingue et elle a vraiment hâte de voir cette suite. Donc, nous vous en parlerons la semaine prochaine puisque je vais devoir le voir avec ma nièce. Autre sortie de la semaine, c'est les... on en dans parlait. La thématique de Noël même. Avec un titre très fin, Les Boules de Noël, donc qui sera disponible aux Tôles du Lac et au Pâté. C'est un film d'Alexandra Leclerc avec Valérie Bonneton, Cadmerade et Noémie Lovski. Pour la famille de Nathalie et Antonin, chaque année, le réveillon de Noël vire au cauchemar. Convaincue qu'elle est victime d'une malédiction, Nathalie prend une décision radicale. Cette année, on ne le fêtera pas. Mais c'est sans compter sur Antonin et ses enfants qui décident de reprendre les choses en main en invitant Nicole, la sœur de Nathalie qu'elle a perdue de vue. Vont-ils enfin échapper au désastre cette année ? Début de réponse avec cet extrait. Papa, c'est une bougie. Hein ? C'est exclusivement à Noël. Que quoi ? Que ça se passe mal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? À chaque fois avant minuit, docteur, il se passe quelque chose. Si vous
n'avez jamais été frappé par une vieille? Eh bien, ça va commencer ce soir. Ça a l'air débridé. Oui, Mais c'est vrai. puis ça parle effectivement peut-être de la malédiction de Noël et puis de ras-le-bol qu'on peut en avoir lors de ces périodes parce que c'est surchargé en émotions et un peu trop peut-être surfait, sûrement. Ça me fait penser à un autre film de Noël qu'on parlera en fin d'émission avec Jamie Lee Curtis que j'aime beaucoup et où c'est encore une fois une famille qui refuse de fêter Noël et j'ai l'impression que le postulat de base part de s'aliéner à la tradition générale et séculaire du Noël, de fêter Noël. Et puis ce qui est amusant, c'est que du coup on a Noémie Lovski dans ce film et vous verrez que dans 3 semaines nous reparlerons d'un film de Noël avec Didier Bourdon et Noémie Lovski qui sortira. Donc décidément cette année elle n'a fait que des films de Noël. Ça doit être très amusant à faire. Autre sortie, Vincent. Et autre style, Hérétique, Les Toiles du Lac et Pâté, donc où ça se déroule, de Scott Beck et Brian Woods avec Hugh Grant, Sophie Thatcher et Chloé East. 2 jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado font du porte-à-porte dans l'espoir de convertir les habitants. Le soir venu, après une journée infructueuse, elles décident de frapper à la porte d'une maison isolée. C'est le charmant monsieur Reed qui les accueille. Mais très vite, les jeunes femmes réalisent qu'elles sont tombées dans un piège. La maison est un véritable labyrinthe où elles ne pourront compter que sur leur ingéniosité et leur intelligence pour rester en vie. On écoute un extrait. Pour nous de faire la lumière. Oh. Monsieur Reed? Bienvenue. On nous a demandé de rentrer à l'église. Si vous êtes prête à vous en aller, il va falloir que vous passiez par derrière. Et Voilà. donc, quelle est... On change Ambiance. radicalement de style. Oui, c'est quand même le premier film d'horreur avec Hugh Grant. Ouais. Sa prestation est d'ailleurs saluée, donc j'ai vraiment hâte J'ai de cru voir ce que comprendre, ça ouais. donne. Je suis très En tout cas, très si curieux. les témoins de Jéhovah pouvaient assister à ce genre de choses, ça serait pas mal. Ça le dissuaderait peut-être de venir frapper à nos portes. À voir, parce que on ne connaît pas la fin du film, mais je pense, oui, il doit y avoir une morale derrière tout ça. Autre sortie, c'est la comédie française dramatique En fanfare, réalisée par Emmanuel Courcol avec Benjamin Laverne, Pierre Lotin et Sarah Souco. L'histoire de Thibaut, qui est un chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf l'amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l'injustice du destin. Jimmy se prend alors de rêver d'une autre vie. On écoute un extrait. A fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin je veux dire, merde. Oui, mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Voilà, ça a l'air amusant. Moi, je pense que c'est émouvant aussi en même temps, sous le prisme du côté un peu drôle qui a l'air vraiment d'être ce film. Il y a un côté très émouvant. Moi, ça me tente très bien de le voir. Oui, moi aussi. Et je pense, alors... Les acteurs ont l'air très simples, très naturels dans leur rôle et j'aime bien ça. Oui. Ça n'a pas l'air d'être surjoué. Voilà. C'est vrai. Et on verra si mon flair se vérifie ou pas. Je sens que c'est le petit succès surprise de la fin d'année. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde, tous ceux qui ont vu la bande-annonce m'en parlent. Ouais. Donc je pense que c'est peut-être le petit succès qu'on ne voyait pas venir. Je trouve que la bande-annonce est très attrayante, effectivement, et donne matière à se poser des questions, de savoir, bon, on voit plus ou moins l'évolution dans la bande-annonce, mais tout n'est pas décelé. Donc c'est quand même bien. Moi, j'aime bien les bandes-annonces qui nous laissent quand même un peu des surprises quand on va voir le film, parce que celles qui nous montrent tout d'entrée de jeu, tu peux être sûr que le film, c'est pas terrible, quoi. Et d'ailleurs, le film sera disponible au cinéma Victoria à Aix-les-Bains et à Chambéry, il sera au Pâté et à l'Astrée. Donc voilà, vous avez de quoi choisir votre cinéma pour voir ce film. Autre sortie, Vincent. Un grand tour qui sort donc au Victoria à Aix-les-Bains, à l'Astrée, à Chambéry, de Miguel Gomez avec Gonzalo Waddington, Krista Alfayayat et Teresa Madruga. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Rangoon, Birmanie, 1918. Edward, fonctionnaire de l'Empire britannique, s'enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée Molly.
Déterminée à se marier, Molly part à la recherche d'Edward et suit les traces de son grand retour à travers l'Asie. Voilà, il n'y a pas de bande-annonce, mais ça m'intrigue aussi ça a l'air beaucoup. sympa. C'est un film qui avait aussi fait parler de lui au Festival de Cannes cette année. Je pense que c'est pas un film qui est dénué d'humour non plus il me semble, dans le synopsis, là, non? Oui, je pense que c'est... il a l'air d'y avoir un petit second degré. Entre comédie et dramatique, et le film est en noir et blanc, il me semble. Voilà. D'accord. Autre sortie, Rabia, qui sortira seulement au Victoria. C'est un film de Marieke Engelhardt avec Megan Northam, Lubna Azabal et Natasha Krief. Poussée par les promesses d'une nouvelle vie, Jessica, une Française de 19 ans, part pour la Syrie rejoindre Daesh. Arrivée à Raqqa, elle intègre une maison de futures épouses de combattants et se retrouve vite prisonnière de Madame, la charismatique directrice qui tient les lieux d'une main de fer. C'est inspiré de faits réels et on écoute un extrait. Welcome, sisters. Salam alaikum, Jessica. You get them when you leave the house. Installez-vous, ici c'est le coin des Françaises. Vous l'avez déjà vu? Madame? Ouais. Si Allah il devait avoir une femme, ce serait elle. Voilà, ça a l'air d'être une plongée intéressante du côté de ce point de vue. Ça me fait penser aussi au film Les Cowboys que j'avais vu avec François Damiens, mais cette fois-ci on voyait la famille française qui était restée en France. Là, du coup, c'est du point de vue de la personne qui est enrôlée. D'accord. Du coup, dans cette un peu malgré elle. Alors là, c'est ça qui a l'air d'être intéressant, c'est que là, ça a l'air d'être vraiment volontairement. Ouais, quoi. D'accord. Enfin, sans doute endoctriné, mais volontairement. D'une certaine manière, ça doit dénoncer, donc, je suppose, cette ambiance-là aussi. Oui. Je suppose. Et ça s'inscrit bien dans la problématique actuelle qu'on rencontre. Voilà. Il y avait un très beau film aussi sur ce sujet qui s'appelait Le ciel attendra avec Noémie Merlan. C'est l'un de ses tout premiers films. Le ciel, ça me fait penser au ciel peut attendre, mais c'est pas le même. Et la dernière sortie de la semaine, Vincent? Alors, c'est Animal, qui sort également seulement au Victoria sur Aix-les-Bains, de Emma Benestan avec Oulaya Amamra, Damien Rebatel et Vivien Rodriguez. Nejma s'entraîne dur pour réaliser son rêve et remporter la prochaine course camarguaise, un concours où l'on défie les taureaux dans l'arène. Mais alors que la saison bat son plein, des disparitions insuspectes inquiètent les habitants. Très vite, la rumeur se propage, une bête sauvage rôde. On écoute un extrait. Ah putain, Nejma, c'est quoi ça? Et tu te rappelles pas comment tu t'es fait ça? Je crois que j'étais attaqué par un taureau. Voilà, donc ça peut être un film aussi très intéressant avec de magnifiques paysages camarguais. Là, il y a matière effectivement à avoir des luminosités et puis effectivement des paysages sublimes, parce que c'est vraiment très beau la Camargue. Oui. Donc voilà, tout ça pour du coup cette semaine. Côté Cinéphilex, nos amis de Cinéphilex, il y a 2 films. Le mur qui nous sépare, qui sera disponible au Victoria les mercredis, jeudi, samedi, dimanche, lundi et mardi. C'est un film allemand de Norbert Lechner avec Léa Freund, Tim Belot et Franziska Weiss. Ça se passe à Berlin en 1986. Une paroisse allemande organise une rencontre à Berlin-Est entre des jeunes des 2 côtés de la ville divisés. Anna y rencontre Philippe, fils de pasteur vivant en DDR, cynique, désabusé mais charmant dont elle tombe amoureuse. Leur relation se poursuit par correspondance entre les visites ponctuelles d'Anna à Philippe, selon la procédure autorisée, le temps d'une seule journée volée. Mais bientôt, une idée devient obsession, se réunir une fois pour toutes au-delà du mur qui les sépare. Et pour la programmation de Cinéphilex ce vendredi, c'est le film 3 km jusqu'à la fin du monde, qui sera avec une présentation, une analyse filmique par monsieur François Barge-Prieur. Et le film, on vous en avait déjà parlé, c'est ce fameux film réalisé par Emmanuel Parvu avec Bogdan Dumitrash, qui raconte l'histoire de Hadi, 17 ans, qui passe l'été dans son village natal niché dans le delta du Danube. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est entièrement bouleversé. Ses parents ne le regardent plus comme avant et l'apparente quiétude du village commence à se fissurer. C'est un film qui avait fait sensation au Festival de Cannes et qui avait remporté la Queer Palm. C'est récent, donc voilà, c'est
C'est ça. Là, ce sont des films récents. Voilà, ce donc sont des là, films de cette année. il rentre déjà dans une catégorie patrimoine. Ah non, pas tout à fait. Non, c'est ça que du coup on avait eu en explication, c'est que Cinéphilex montre des films de patrimoine, mais aussi essaye de mettre en lumière des films récents. Plus intimiste et puis surtout qui mérite qu'on les mette plus en lumière. D'accord. Donc voilà, ce sont le cas de ces deux films. De profiter de cette occasion, effectivement. Tout à fait. On va se faire une première pause musicale avant de donner nos avis sur les films de la semaine dernière. Et vu que le deuxième volet de Vaiana sort demain, on va s'écouter la chanson du premier film. Ça s'appelle Le Bleu Lumière et c'est interprété par Cerise Calixte. On revient tout de suite après. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 91.fm, radiograndlac.com ou Radio Grand Lac, disponible sur vos applications de smartphone. Rebonsoir Vincent. Rebonsoir Kevin et puis à nos auditeurs qui sont restés avec nous et à ceux qui nous rejoignent. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, nous avons évoqué en première partie les sorties de cette semaine et puis désormais nous allons donner nos avis sur les films de la semaine dernière. Mais avant cela, un petit rappel des films que nous avons déjà conseillés les semaines précédentes. La semaine précédente, il y a toujours Le Robot Sauvage, donc le film d'animation de DreamWorks qui, ma foi, fort bien mené. Oui. L'Amour ouf de Gilles Lelouch, Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Alors, Il cartonne. Alors moi je voudrais quand même apporter une petite précision si on a 2 minutes, de dire que j'ai trouvé en fait, j'avais pas réalisé tout de suite, mais en fait il existe un film français qui s'appelle Le 7e Juré, qui est avec Bernard Blier, et qui est un film, alors je sais plus de qui, et en fait le principe est le même, c'est-à-dire que dans ce film Bernard Blier joue le rôle d'un pharmacien qui va tuer une jeune femme. Bon là il la tue un peu plus volontairement que ne l'a fait. Disons qu'il n'y a pas de doute. Alors que dans le film d'Eastwood, il y a un doute. Et ce dernier va se trouver comme dans la position de juré numéro 2 dans le juré des assises qui doit donc juger le petit ami de cette victime. Qui n'est évidemment pas l'auteur de sa fin tragique et qui c'est ce pharmacien dans le juré a des scrupules et des remords et rongé de remords et va essayer de défendre le point de vue de l'amant qui n'est évidemment pas responsable puisque lui il sait que c'est lui. Donc le principe est le même. Bon, la fin c'est pas tout à fait pareil, mais encore un scénario que nous ont piqué les Américains en définitive. Oui. Mais bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On se pique tous des trucs. Bien sûr. Mais ça n'enlève en rien la réalisation magistrale de Clint Eastwood, bien entendu. Autre sortie du coup qu'on vous a conseillé. Anora. Alors, rappelle-moi. C'est la Palme d'Or. La Palme d'Or. The Substance dont vous avez été dithyrambique, Guillaume avec et toi. Demi Moore, oui, tout à fait. Avec Demi Moore. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, un film d'animation donc sans parole, mais qui a l'air d'être sympathique, ma foi. Et par contre, on était un peu plus mitigé en ce qui concerne Gladiator 2 de Ridley Scott. Pour les raisons dont on a parlé. Alors, est-ce qu'on va... disons que pour faire court, technique très bien, acting, scénario très mauvais. Voilà. Et puis, par contre, on vous déconseille toujours Venom 3, mais bon, c'est... j'ai envie de dire... pour les amateurs du genre, on va dire. Voilà, mais peut-être que il n'y a pas de surprise. Je veux dire, même si vous allez le voir, vous savez que vous allez voir un film qui est pas très bon, donc c'est voilà. Alors je te laisse en ce qui concerne les avis, puisque toi tu l'as vu, on a vu en avant-première, hein, c'est ça? Oui, alors j'ai vu La plus précieuse des marchandises il y a un mois, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais du coup vu que c'est l'une des sorties de la semaine dernière, je comptais aussi en reparler cette semaine. C'est un très très beau film d'animation qui mélange à la fois les contes avec une très grande inspiration Disney. On a vraiment des décors forestiers qui font énormément penser à Blanche-Neige, et d'ailleurs Michel Hazanavicius nous l'a dit clairement, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Blanche-Neige dans la bande-annonce là, je trouve. Dans les maisons, les huttes, tout ça. Il y a même un moment, il y a une maison où on croirait que c'est la maison des 7 nains. Enfin, sauf que c'est un conte macabre, on va dire. Voilà, oui, mais enfin, c'est ça ce qui est fort, c'est que c'est un conte dans sa forme au début, même dans sa narration, parce que vraiment on entend Joey Trintignant qui dit:
pauvre bûcheron, une pauvre bûcheronne. Enfin voilà, les personnages n'ont pas de prénom, donc ça fait vraiment très conte Tout à fait. de vieux contes de Perrault, par exemple, ou de Grimm. Et puis on a ensuite cette bascule vers le retour à la dure réalité, et du coup ce contexte qui est on suppose que c'est le camp d'Auschwitz, mais dans mes souvenirs, je crois qu'on ne le nomme pas. Mais est-il besoin de nommer un camp, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, donc non, mais c'est vrai qu'apparemment ça pourrait être Auschwitz. Ça semblerait être Auschwitz parce que compte tenu de ce qu'on voit en termes de portail, tout ça, et puis aussi, il me semble qu'on nomme un nom de ville à la fin qui est une ville qui serait à côté, donc ça permettrait de rejoindre. Mais dans tous les cas, il n'y a pas besoin de nommer. Et puis du coup, là, par contre, le film se bascule vraiment dans l'horreur, et ça reste quand même un film. Alors Michel Hazanavicius en a parlé, il dit pas que c'est un film optimiste, mais en soi, j'ai envie de dire oui quand même, parce que c'est un film qui montre à la fois l'horreur de l'humanité, mais aussi sa plus grande beauté, parce qu'on a du coup le pauvre bûcheron et pauvre bûcheronne qui vont recueillir cet enfant et qui vont vraiment lui montrer un amour incommensurable, et du coup ça les mènera à différentes péripéties dont je ne vous révélerai pas la teneur, mais vraiment c'est un magnifique film d'animation. Et même si vous avez déjà vu des films sur ce sujet-là, ce n'est pas un film en plus. C'est vraiment un film qui apporte un angle différent par l'animation. Et le genre permet de transcender un peu les choses, et puis de montrer certaines choses un peu plus d'en dénoncer un peu plus le principe effectivement macabre, comme on dit. Tout à fait. Et il y a même l'utilisation sur une certaine séquence d'un style un peu plus abstrait, mais c'est fou comme parfois l'abstrait en dit plus que quelque chose de très tangible. Et du coup, en plus de ça, on profite du fait que Michel Hazanavicius a fait les dessins. Alors, il n'a pas fait les décors, mais il a fait les dessins de tous les personnages. Et il y a véritablement une vie qui sort des regards des personnages, et de tous les regards, parce que vraiment, certains ont un regard abîmé, usé. Et c'est vraiment impressionnant et criant de vérité. Vraiment, je ne peux être que dithyrambique sur ce film. C'est vraiment l'électrochoc que peut-être on avait besoin. Et véritablement, je pense qu'il faut aller voir ce film. C'est vraiment une très grande réussite. Et Michel Hazanavicius nous prouve qu'il sait varier les genres. Il sait véritablement autant faire de la comédie que faire de la parodie, du biopic, et puis du coup du film hautement dramatique. Et je trouve que c'est une magnifique adaptation. Donc c'est un livre à l'origine, et puis c'est aussi un bel au revoir à Jean-Louis Trintignant qui du coup joue le narrateur. Véritablement, foncez, c'est une réussite totale. Et puis j'ai un petit mot pour un film que j'ai découvert en avant-première ce dimanche, qui s'appelle Wicked. Alors vous risquez d'en entendre parler parce que ça sort que le 4 décembre. Mais c'est déjà aux États-Unis le gros phénomène, puisque ce week-end aux États-Unis, il y avait 2 films qui s'affrontaient. Gladiator 2 et Wicked. C'est Wicked qui a gagné, et j'ai envie de vous dire, je comprends pourquoi. Si il a gagné par défaut par rapport à Gladiator 2, c'est pas bon. Non, parce que ça fait penser à certaines élections présidentielles aussi. Non, parce que Gladiator 2 a quand même fait un très très bon démarrage, mais Wicked a fait un démarrage vraiment impressionnant. Je pense aussi que aux États-Unis, on est quand même très attaché au genre de la comédie musicale, et en plus quand on est vraiment vers Thanksgiving, vers Noël, c'est vraiment un genre qu'on apprécie voir. Et là, véritablement, si l'année dernière on avait Wonka qui était peut-être le film bonbon de Noël, là Wicked s'en approche aussi également. C'est peut-être moins joyeux. Alors ça reste quand même un film qui est quand même assez illuminé, éclairé, parce que c'est quand même l'adaptation, une revisite du Magicien d'Oz, où cette fois-ci on va s'intéresser à l'amitié qui a eu lieu pendant l'université entre la bonne sorcière de l'Est et la méchante sorcière de l'Ouest, donc qui était la sorcière en vert. Et du coup, on va voir que finalement, ce qu'on nous avait dit à l'époque, le film classique, c'est peut-être parce que ceux qui nous l'avaient raconté nous mentaient peut-être. Et du coup, ça donne lieu à une histoire
revisité un peu. Revisité avec beaucoup plus de géopolitique. Géopolitique fantastique. Oui, mais du coup, il y a vraiment quelque chose, il y a un enjeu, vraiment. Le film, de nombreux moments, est assez sérieux, puisque on arrive à une époque où les animaux, parce que dans cet univers, les animaux parlent, et les animaux, là, ici, sont un peu chassés par les humains. Voilà, on essaye de les faire taire. Donc ça apporte quelque chose d'assez intéressant. Et en plus de ça, on a ce personnage donc de Elphaba, qui est donc cette sorcière verte, qui souffre de discrimination puisque c'est la seule à être verte et tout le monde ne comprend pas. Et du coup, elle fait l'objet de nombreuses moqueries à l'université. Et ça, c'est avant que évidemment elle devienne amie avec cette sorcière. De l'Est, Glinda, interprétée par Ariana Grande. Donc là, je vous dis pas en termes de chansons, ça envoie, et en termes de chansons, c'est vrai que c'est assez remarquable. Hein. C'est une comédie musicale qui date depuis 20 ans. Et tu veux dire qu'il était joué à Broadway? C'est joué à Broadway depuis 20 ans. C'est l'une des comédies musicales les plus à succès. Un grand classique des comédies musicales. Voilà. Qui a été adapté à l'écran, du coup. En 2 parties, du coup, puisque là, finalement, ce premier film n'adapte que le premier acte. En 2h40, et on ne voit pas les 2h40 passer. Et alors, en plus, ce qui est pratique. Toi qui aimes bien les comédies musicales. Hein, ah oui. T'es assez fan, j'ai cru comprendre. Hein. Là, véritablement, vous avez une comédie musicale où vous avez des chansons qui vous foutent les frissons tellement on est face à des interprètes qui envoient le pâté, je veux dire, en termes de puissance vocale. Et puis, il y a vraiment quelque chose d'assez épique qui se déroule de plus en plus dans le film. Voilà, il y a des vols de ballet absolument impressionnant. Voilà, la caméra s'éclate, ça fait vraiment plaisir, et puis aussi ça fait plaisir de revoir Michelle Yeoh. C'est Wicked ou Wicked? Comment tu dis? Wicked, et ça veut dire quoi exactement? Méchante. Voilà. Il n'y avait pas un nom comme ça associé à la sorcière, non, il me semble? On disait la Wicked Witch. Donc la méchante sorcière. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Et du coup aussi, le film nous permet de retrouver Michelle Yeoh et Jeff Goldblum, et ça fait toujours plaisir. Et les deux chantent. Ça, on savait que Jeff Goldblum savait bien chanter puisqu'il a fait des CD de jazz. Je sais qu'il joue aussi du piano apparemment. J'ai vu dans une vidéo et il joue, ma foi, fort bien du piano. Tout à fait. Donc, je vous en reparlerai du coup dans 15 jours. La semaine prochaine, on vous en reparlera pour dès que ça sort. Et puis dans 15 jours, je vous redonnerai mon avis. Mais véritablement, foncez. Je pense que ça va être le blockbuster de Noël. Et nos conseils télé, Vincent? Alors moi, je vais vous conseiller un film qui est un grand classique des films de guerre, et pour lequel d'ailleurs Steven Spielberg disait que c'était son film de guerre préféré. Et je ne le savais pas, mais moi c'est un film que je ne manque pas de voir systématiquement quand il sort, parce que je suis très attiré par ce film. Alors sans plus tarder, je vais quand même vous donner son titre. C'est Quand les aigles attaquent, et c'est de Brian J. Hutton, et c'est un film de 1968. Il se déroulera ce dimanche 1er décembre sur Arte à 21h. Casting. Le casting, c'est un des plus grands et classiques, on va dire, avec Richard Burton en première ligne, et puis un peu les débuts aussi quelque part de Clint Eastwood. Il n'était pas si connu que ça à cette époque-là. Oui, ça faisait que 4 ans qu'il l'avait fait que pour une poignée de dollars. Voilà, et donc là il s'est un peu affirmé avec un jeu d'acteurs. D'ailleurs ils se sont un peu partagé le jeu si j'ai bien cru comprendre, en matinant un peu leur jeu. Alors l'histoire est la suivante. En fait, c'est un commando qui est dépêché auprès d'un château qui se trouve en Autriche, où se trouve emprisonné un général de l'armée américaine, et ils sont censés, avec un petit commando et puis des gens sur place, délivrer ce général avant qu'il ne trahisse certaines choses du contre-espionnage anglais. Et donc on va de surprise en surprise avec des scènes d'action mémorables, et qui sont, ma foi, fort bien jouées. Elles sont toutes à la fin, mais vous avez 1 heure d'action non-stop. Voilà, donc je vais pas m'apesantir sur le scénario, parce que vous allez vraiment, on va de surprise en surprise dans le déroulement de l'histoire. Et ceux qui connaissent déjà ce film pourront se pencher sur les diverses anecdotes qui émaillent le tournage de ce film. Apparemment, c'était assez mémorable, notamment pour les
les beuveries de Richard Burton, apparemment, qui était obligé d'être remplacé au pied levé à certains moments parce qu'il tenait. Mais il tenait pas debout. Il était un peu dans les choux. Ils se sont détestés avec Clint Eastwood. Il y a une musique aussi qui est vraiment formidable et qui est un peu le trait d'union de lancinant de cette action, qui est une musique moi ça me dit rien, mais bon, c'est Ron Goodwin qui avait inspiré également une chanson qu'avait créée Iron Maiden sur le même titre d'ailleurs de ce film. D'accord. Donc voilà, donc c'est un film, c'est vraiment un film à découvrir et c'est un must du genre des films de guerre. Voilà. Et n'ayez pas peur du côté film de guerre, ce n'est pas vraiment un film qui, je trouve, se prend au sérieux au final. Je trouve que il y a un certain côté débridé sur la fin qui est vraiment et puis surprenant. Les dialogues sont vraiment menés de main de maître, hein, et ça on le doit à un Richard Burton très classique, on va dire. Et puis j'ai cru comprendre même que Clint Eastwood effectivement il a un peu voulu ajouter sa patte en s'attribuant moins de dialogues et en étant plus sur le registre de l'action. En étant un peu le faire-valoir de Richard Burton qui mène la danse un peu dans ce film, mais sans que ça soit préjudiciable à Clint Eastwood du tout. Puis il y a toute une pléiade d'autres acteurs qui jouent évidemment dans ce film, qui sont remarquables, notamment les personnages allemands, puisque c'est un commando donc mené par des Anglais avec un Américain dont Clint Eastwood fait partie. Vous comprendrez en voyant le film pourquoi. Et donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Voilà. Donc voilà, vraiment, quand les aigles attaquent, on vous le conseille ce dimanche. Et puis moi, je vous conseille ce jeudi 28 novembre à 21h10 sur C-Star, le film Buried de Rodrigo Cortés avec Ryan Reynolds. Ça vous permettra donc de voir Ryan Reynolds qui joue quelque chose de différent que Ryan Reynolds, puisque c'est un film, c'est un huis clos d'un chauffeur routier qui est enterré vivant. Et donc tout le film se passe dans ce cercueil et alors c'est un peu long là. Non, surtout pour le mec qui est dans le cercueil. Véritablement, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et alors il y a quelques incohérences parce qu'évidemment il faut trouver des rebondissements dans un cercueil et voilà, il y a certaines choses, mais la tension y est permanente. Ryan Reynolds y est formidable parce que le film repose essentiellement sur ses épaules et vraiment c'est un film qui vous marquera. Original en tout cas. Ah oui, moi je connais pas. C'est un peu dur, je vous préviens, mais véritablement c'est très prenant. Donc c'est ce jeudi 28 novembre à 21h10 sur C-Star. On va faire une deuxième pause musicale avant de nous consacrer à notre focus sur les films de Noël, et on va faire une deuxième pause musicale sur Wham! Last Christmas, qu'on a pu aussi entendre, entre autres, dans le film Last Christmas. On revient tout de suite après. Un grand merci pour cette année passée ensemble. Radio Grand Lac vous souhaite des fêtes aussi joyeuses que vos chansons préférées. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 91.fm ou radiograndlac.com. Rebonsoir Vincent. Voilà. Père Noël. Ça fait vraiment l'intonation de la pub qu'on entendait. Je me suis entraîné. Et donc du coup, comme vous l'avez compris, nous allons consacrer notre focus cette semaine au film de Noël. On le fait un petit peu en avance parce qu'on s'est dit qu'au moins comme ça. Ouais, mais ça commence là. Oui, et puis ça vous permet d'avoir plein de films à regarder pour le mois de décembre. Et parce qu'on en a à conseiller. Et là, Vincent, j'ai envie de te dire, film de Noël, déjà, est-ce qu'il y a un film que tu regardes à chaque Noël? Un film que je regarde à chaque Noël, pas véritablement. Il y en a un qui passe dans ces périodes-là, évidemment, systématiquement. C'est en France, en tout cas, Le Père Noël est une ordure. Oui. Souvent plus la pièce de théâtre que le film. Ouais, d'ailleurs, mais qui est très très bien. D'ailleurs, moi j'adore la pièce de théâtre. J'aime bien le côté intimiste, mais le film avait été une adaptation très réussie, un film de Jean-Marie Poiré de 1982. Mais avant de parler des genres de films sur Noël, il faudrait peut-être définir un peu ce qu'est Noël quand même, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Noël, c'est quand même un moment chrétien. C'est le moment de la
nativité du Christ, voilà, et autour duquel tournent diverses histoires, parfois, émouvantes, solidaires. Enfin, il y a un côté très humaniste normalement à ce moment-là. Oui. Et pour moi, le film un peu incontournable qui illustre mais parfaitement l'état d'esprit de Noël, c'est La vie est belle, It's a Wonderful Life de Frank Capra. Je te rejoins totalement. Qui date de 1946. Alors c'est pas tout récent, c'est avec James Stewart dans le rôle principal. C'est un film en noir et blanc, mais c'est un film qui est d'une émotion incroyable et qui m'avait saisi aux tripes. Et qui, pour moi, illustre vraiment l'état d'esprit de Noël, que je trouve qui a un petit peu quand même galvaudé, qui a été un peu sacrifié sur l'autel mercantile de notre époque, et très le côté du Père Noël, voilà, des frasques ou du clinquant de tout ce qui est Noël, dont sont très très friands les Américains, à mon sens. Bien sûr. Et pléthore de téléfilms, de films de second ordre passent à ce sujet, à mon avis, et qui sont pas d'une grande valeur. Après, il y a beaucoup de comédies, comme on en avait parlé. Oui, alors, par contre, c'est vrai que je te rejoins que La vie est belle incarne vraiment l'esprit de Noël. Moi, il me semble. Et c'est vraiment un film qu'on vous conseille. Si vous ne l'avez jamais vu, véritablement, foncez. Alors, il est en noir et blanc. Il y a une version colorisée. Et ça n'apporte pas grand-chose, en fait. Non. Puis, heureusement, elle est très très rare, parce qu'elle est pas terrible. C'est la colorisation après. Ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait un peu bizarre. Et véritablement, c'est un film en noir et blanc qui passe encore remarquablement. Qui peut vous arracher des larmes. Ah oui. Mais de toute façon, James Stewart est un de mes acteurs préférés. Il est saisissant au niveau de l'émotion qu'il apporte effectivement dans le film. Et puis, bon, sans en parler tellement, parce qu'il vaut mieux que vous découvriez le film, parce que c'est quand même plus intéressant. Tout à fait. Moi, côté comédie, à Noël, il y en a une qui, pour moi, est un peu le haut du panier. C'est pourtant un film qui est récent. Bon, il commence déjà à avoir 20 ans, mais c'est Love Actually, qui, je trouve, est un film à la fois très juste sur l'amour, sur les relations amoureuses, on suit plusieurs couples et à plusieurs stades de leur relation. Certains, c'est le début, d'autres, c'est la première rencontre. Encore certains, c'est la fin, c'est la découverte d'un adultère, et puis il y en a, c'est parfois le plus beau, c'est l'amour qui ne se concrétisera jamais et qu'il faut accepter que c'est une romance de Noël, on va dire. Voilà, et ce n'est pas parce qu'on est à Noël qu'il y a que des miracles, des fois ça ne marche pas. Non, loin de là. Et le casting est évidemment complètement dingue, Colin Firth, on a Hugh Grant, Renée Zellweger, Keira Knightley, on a aussi Chiwetel Ejiofor, Bill Nighy, enfin voilà, c'est formidable. Emma Thompson et le regretté Alan Rickman. Véritablement, si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est du très très bonne aloi. Et puis on a la comédie, on a les films dramatiques, puis il y a les films qui se passent à Noël. Voilà, alors on extrapole un peu, parce qu'effectivement c'est pas véritablement un film de Noël, mais quoi qu'il en soit, on en parle, on ne fait que parler de ça. L'action se déroule pendant la période des fêtes de Noël, voilà. Et ça en fait partie, et on y fait référence. Alors un peu plus près, il y a le fameux Die Hard le piège de cristal, avec Bruce Willis. Un film qui date de 1988 de John McTiernan, et qui est un grand classique désormais, de tous les Die Hard. C'est le premier. Moi, c'est mon préféré, franchement. J'aime beaucoup les autres, mais c'est celui que je prends plaisir à revoir chaque fois quand je le peux, et qui se déroule effectivement pendant les fêtes de Noël. Et qui d'ailleurs fait un petit côté comme ça très stressant et un peu dire. Oui, c'est finalement parce qu'il y a aussi un autre film qui est très connu à Noël, c'est Maman, j'ai raté l'avion. En fait, véritablement, Bruce Willis, c'est un peu pareil, c'est Maman, je suis tout seul face aux méchants. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et puis, encore une fois, avec des scènes d'action. Mais on en avait déjà parlé, de Piège de cristal, d'ailleurs, entre parenthèses. C'est Guillaume qui avait évoqué comme quoi c'était un de ses films préférés aussi. Donc, voilà. Pour lui, c'est même le meilleur film d'action de tous les temps. Je le rejoins presque
pour moi, le meilleur film d'action de tous les temps reste Terminator 2, mais ce n'est pas un film de Noël, donc nous en parlerons pas. Non, pas vraiment. Mais sinon aussi en classique, il y a Le Miracle sur la 34e rue, qui est un film de 1947 avec Maureen O'Hara. Je connais le titre, mais je crois pas l'avoir vu. L'histoire, tout le monde la connaît. C'est elle, du coup, elle a une petite fille et c'est la directrice d'un centre commercial. Ça se passe aux États-Unis et elle va engager un vieux monsieur pour être le Père Noël de la parade. Et bon, je peux déjà vous le révéler parce qu'on y voit venir à 15 000 km. Il s'avère que ce vieux monsieur, c'est le vrai Père Noël. Ouais. Oh là 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 là. C'est un très beau film. Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de suspense, mais c'est un très beau film de Noël. Surtout à la période de Noël, on se doute quand même qu'il y a quelque chose qui va nous rapprocher peut-être de Noël. Évidemment. Mais c'est vraiment alors je n'ai vu que le classique de 47. Je sais qu'il y a eu un remake en 1994, je crois, avec Richard Attenborough, qui était le fameux propriétaire de Jurassic Park, pour ceux qui connaissent. Mais véritablement, le classique a vraiment un charme. Et moi, je sais que particulièrement à Noël, j'aime bien. Je me demande si j'ai pas vu le remake justement. C'est parce possible. Que le film initial, il me semble pas l'avoir vu. Mais je sais que moi à Noël, j'aime bien voir des vieux films. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est la période qui me donne envie de voir des vieux films. Il y a un côté nostalgique aussi où on revient en enfance, donc du coup, on retourne dans les années précédentes où véritablement, et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la période de Noël a été un peu galvaudée, le côté commercial ayant pris plus le pas. Je trouve ça plus niant maintenant. Je trouve ça plus. Les téléfilms surtout. Ouais, voilà, il y a beaucoup de téléfilms qui sont dans ce registre-là, et moi ça me gonfle parce que en plus on développe beaucoup l'histoire sur le Père Noël, sur le sapin. Moi je pense qu'il faut se rapprocher aussi de la tradition. On est obligé d'en parler, quoi, de la tradition chrétienne. Donc voilà, il y a un côté comme ça très 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 fort de manière humaine. Qui me rapproche de cette période. C'est l'humanisme qui est intéressant. Au-delà de le personnage du Père Noël peut être très humaniste. D'ailleurs, il est souvent dans les films, évidemment, puisque c'est un personnage bonhomme, sympathique, etc. Alors, il y a des films de Noël qui sont tout le contraire, justement. Oui, et d'ailleurs, tu me dis que le Père Noël peut être un humaniste. Tu m'as fait rappeler un film qui est vraiment impressionnant et que j'adore, qui est un film de René Manzor, où là, le Père Noël n'est pas très gentil. Ça s'appelle 3615 Code Père Noël. Et en fait, c'est un Maman, j'ai raté l'avion, mais beaucoup plus glauque, puisque en fait, c'est un enfant qui, alors, c'est un gosse de riche parce qu'il est dans une très très grande maison avec énormément de jouets, mais il se retrouve tout seul dans la maison avec un évadé de prison extrêmement dangereux. Et du coup, il va devoir, sauver sa vie, en fait, littéralement, puisque cet évadé de prison cherche à le tuer. C'est un film qui est très stressant. Il y a Brigitte Fossé dedans, qui joue la mère. C'est un film de Noël dans le genre thriller un peu. Alors. Voilà, thriller. C'est très stressant, mais du coup, c'est comme quoi, par moment, le Père Noël n'est pas tout le temps une figure de mais justement, gentil. c'est ça qui est sympathique aussi, c'est pouvoir détrôner les idoles. Et ces idoles-là, lorsqu'elles sont détournées, ça fait encore plus... alors pour le coup plus peur là parce que et ce film qui fait un peu peur, tu voulais en parler d'un en particulier, c'était les Gremlins. Les Gremlins, ben oui, mais alors plus sympathique. Gros traumatisme d'enfance. Ah oui. Enfant quand j'avais découvert justement Noël et c'est sûr que là trop jeune faut pas. Les petites bêtes là qui se transforment, non mais c'est un grand film aussi de Noël, on peut le dire. Bien ça sûr. Comme ça parce que ça y fait réellement référence. Oui. Et d'autres films, donc, effectivement, qui sont un petit peu plus Noël est un peu plus en périphérie de l'histoire, mais est quand même les circonstances dans lesquelles ça se déroule. Et on peut parler, par exemple, d'Un jour sans fin, de Ramis, qui date de 1993 et qui là pour le coup, alors on parle pas véritablement de Noël, mais ça se déroule au moment de Noël, mais comme c'est la fête de la marmotte avec ce personnage odieux qu'interprète Bill Murray. Extraordinaire dans ce film d'ailleurs, et qui se retrouve coincé parce qu'il vit la même journée tous les jours qu'il se réveille, et c'est un film très inventif, très drôle, très cynique aussi par certains côtés, et j'adore ce film. Oui, moi je suis très
très fan de l'humour que ça véhicule et puis de la petite morale de fin qui est intéressante. Ça ressemble un petit peu au drôle de Noël de Scrooge d'une certaine manière. C'est comment une personne odieuse peut devenir grâce à Noël, enfin en tout cas grâce aux événements de fin d'année, peut devenir une personne plus ouverte, plus aimable et humaniste. Dans le Noël de Scrooge, on a eu énormément d'adaptations. Il y avait eu d'ailleurs une adaptation avec Bill Murray, Scrooge, et puis il y avait eu la version avec Jim Carrey réalisée par Robert Zemeckis que je n'ai pas vu pour le coup. Le Grinch. Non, le drôle Noël de Scrooge. Le Grinch, pardon. Le Grinch, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais là aussi, c'est pareil, c'est un peu grinçant au départ. Et ça se termine plutôt bien, puisque c'est évidemment... c'est une créature qui vole les cadeaux de Noël. Voilà. Et puis ça va, je crois, évoluer dans... Alors, je l'ai vu, mais il y a très longtemps, je ne saurais pas vous dire trop le dénouement de fin, mais de toute façon, on ne vous en parlera pas, parce que vous allez peut-être avoir envie de le découvrir. Bien sûr. Il y a aussi d'autres classiques. Moi, je sais que dans mon enfance, il y avait un film qui passait tout le temps à Noël. C'était La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger, où son enfant voulait un jouet en particulier, ce fameux, je ne sais plus quel super-héros inventé. Et du coup, Schwarzenegger fait je ne sais combien de magasins. Évidemment, le jouet est en pénurie. Il démontre son potentiel comique indéniable aussi. Donc ça prouve qu'il a plusieurs facettes à son arc, plusieurs cordes à son arc, cet homme-là. Donc c'est quand même assez intéressant. Et il n'est pas resté donc du coup effectivement cantonné aux films d'action brutaux et bêtes et méchants, on va dire. C'était sa période comédie. Il avait fait Junior, il avait fait Jumeaux aussi. Les Jumeaux, pardon. Et aussi en film récent, c'est un Noël de folie. Je viens de retrouver le nom. C'est avec Jamie Lee Curtis, où en fait, eux, c'est une famille un peu bizarre. C'est qu'ils refusent de fêter Noël, et du coup, pour cela, ils s'offrent une croisière pour partir de leur village pendant que c'est Noël. Le problème, c'est que tous leurs voisins refusent qu'ils ne fêtent pas Noël. Du coup, ils vont les forcer à fêter Noël. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très amusant. C'était un film que j'avais découvert sur Netflix il y a quelques années, mais qui est un film des années 2000. Et vraiment, Jamie Curtis est formidable parce qu'elle a un côté très très coincé. On a l'impression que c'est vraiment le début de son personnage au début de True Lies, quoi. Et finalement, voilà, il va se passer énormément de péripéties. Enfin voilà, c'est assez truculent. Il y avait aussi, parce qu'on a parlé de Die Hard. Ouais. Finalement, on a réussi à avoir notre Die Hard avec le Père Noël il y a quelques années. Ça s'appelle Violent Night. C'est avec cet acteur qu'on a découvert dans Stranger Things, David Harbour, et du coup c'est le Père Noël qui va sauver une petite fille qui est prise en otage par des méchants monsieur dans une maison. Et alors là c'est assez gore, mais c'est très très drôle, vraiment très très drôle, et c'est amusant de voir le Père Noël là encore tourné en dérision. C'est un vieil alcoolique et qui du coup sait se battre, voilà, à coup de sucre d'orge. Il y a un autre film auquel je viens de penser là, qui est un film de Noël également, hein. C'est Family Man en 2000, qui est sorti, qui est réalisé par Brett Ratner et qui était sorti donc en 2000 avec Nicolas Cage. Très touchant. Était très touchant, et il y avait peut-être, à mon avis, une certaine inspiration de La vie est belle de Frank Capra, quelque part. Oui. C'est le même principe, je trouve. Sur le côté acte manqué. Voilà. Et en fait, là, sous une forme évidemment différente et plus moderne, évidemment. Mais c'était très intéressant et très prenant. L'histoire était très touchante jusqu'à la fin, avec évidemment un happy end. Comme ça. Oui. C'est bien le faire, les Américains, même trop parfois. C'est ça. C'est l'un des rares bons films de Brett Ratner, donc vraiment faut le voir si vous le voyez. Il y avait Théa Leoni aussi dedans, il me semble. Alors, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Théa Leoni et Don Cheadle aussi. Et Don Cheadle, tout à fait. Voilà. Et puis côté animation, il y a un film, on ne sait jamais où le placer. On ne sait pas s'il faut le voir pendant Halloween ou pendant Noël, mais c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment, d'Henry Selick, qui est un classique parmi les classiques. Moi, je sais que c'est attendrissant, c'est un film attendrissant quelque part. Ouais. Moi, je sais que généralement il était diffusé à Noël. Moi, je sais que j'ai un souvenir très particulier avec ce film. Je sais que je l'avais vu la veille de Noël, et quand on est enfant, on est vraiment entre l'effroi un petit peu de certains visuels et en même temps la fascination. C'est vraiment un film remarquable.
inspiré par l'univers de Tim Burton, évidemment, avec de très très bonnes chansons. Et je pense qu'il va repasser à Noël. Dans l'univers un peu macabre, mais macabre comique, enfin je sais pas comment dire, de Tim Burton, effectivement, avec un côté très sombre, mais en même temps auréolé d'une certaine légèreté finalement. Tout à fait. Et alors, si je peux me permettre, il y avait encore un autre film. Alors là, c'est vraiment en marge de par rapport à la période de Noël, mais ça se déroule quand même dans la période de Noël. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que une des premières scènes de ce film, c'est l'achat d'un sapin de Noël dans lequel c'est L'Arme Fatale avec Mel Gibson qui achète qui est en train de négocier des sapins de Noël. Et en fait, il négocie pas des sapins de Noël, pardon. Il négocie de la cam avec un dealer autour de la vente de sapins de Noël. C'est de la neige pour les enfants. Voilà. Et donc du coup, ça va se terminer comme on pense que ça doit se terminer, c'est-à-dire qu'il va arrêter les méchants. Mais c'est la première scène et ça se déroule. Et puis à la fin, je crois qu'il y a un petit rappel que c'est la fête de Noël. Et puis c'est dans le temps de la période de Noël que se déroule l'action en définitive. Oui, et puis en dernier film aussi, c'est un film qui m'a fait découvrir ma sœur, et c'est vrai que c'est un film qui a quelque chose d'assez cosy, d'assez douillet. Ça s'appelle The Holiday, c'est avec Cameron Diaz, Eli Wallach dans un de ses derniers rôles, Jack Black, Jude Law et Kate Winslet. C'est en fait deux femmes qui vont s'échanger leur habitation pour Noël. Donc on a une américaine qui, je crois, directrice de bande, enfin elle fait des bandes annonces pour le cinéma, qui rêve du coup de passer Noël dans un cottage anglais. Et puis à l'inverse, on a une anglaise qui rêve de passer Noël à New York. Alors je l'ai pas vu effectivement, et ça m'intéressait beaucoup de le voir. Très beau. Ce film. C'est très il a l'air beau. D'être très intéressant. C'est très très beau. Puis c'est des actrices et des acteurs merveilleux. Formidables. Ils sont formidables. Et franchement, on passe un moment délicieux, et c'est vraiment le film doudou pour Noël. Vraiment, c'est le cas. Donc là, on vous a quand même donné une piste plus que large. Tout à fait. Pour vous satisfaire dans cette ambiance de Noël, et pour sortir des clichés un peu, encore une fois, très. Moi, je dis toujours, évitez un peu les téléfilms. Je sais que parfois ça peut être sympa de se mettre sous la couette et puis de regarder un téléfilm, mais ça finit par être un peu écœurant au bout d'un moment, à mon avis. Puis maintenant, avec les plateformes de streaming, regardez mieux, regardez des films, il y a vraiment des vraies pépites qui se passent à Noël, et de bien meilleure qualité. Franchement, foncez. Voilà, donc c'est tout pour cette émission. Programmation de Radio demain, 4 émissions. Une émission spéciale Décathlon de 11h à midi, puis ensuite l'émission Questions de parents présentée par Elodie L de 12h15 à 12h45. Ensuite, on a l'émission Parents autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. Et enfin, l'émission Place au possible présentée par Camille et Julie de 16h à 17h. On va se quitter sur un dernier extrait, évidemment une chanson de Noël. C'est tiré de Love Actually, c'est la chanson interprétée par Bill Nighy qui, si vous avez vu le film, vous l'avez en tête depuis que vous avez vu le film. Du coup, je me permets de vous la remettre en tête pour les 15 années à venir. C'est un plaisir, je vous l'offre. C'est Bill Nighy qui chante Christmas is all around. On se quitte là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et allez au cinéma. Soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao.